nous avons l'énoncé du devoir qui dit démontrer l'équation canonique du pouvoir portant par la formule de Terzaghi. Dans le cas du cours, c'est la forme canonique de la capacité portante et que cette capacité portante, c'est déterminé à partir du principe de superposition. C'est-à-dire que cette charge ultime, c'est égal à la somme de trois charges. La charge qui est due à la résistance du sol pelvé roulant sous le niveau de la semelle et c'est dû à l'action des terres situées au-dessus du niveau de la fondation et aussi l'action de la cohésion. Pour réaliser cette démonstration, nous avons utilisé principalement deux manuels. La mécanique des sols de l'Université catholique de Louvain de D. Hager de l'édition 2001. Nous avons aussi utilisé un autre manuel qui est l'analyse numérique du comportement d'une semelle filante ou reposante. Pour vous montrer cette démonstration, nous avons utilisé le plan suivant où nous allons voir c'est quoi la capacité portante d'une fondation, les méthodes de calcul de la capacité portante, plus précisément la méthode de Terzaghi. Et nous allons voir aussi quelles sont les hypothèses que Terzaghi a utilisées pour pouvoir réaliser cette démonstration. Pour définir la capacité portante, on a considéré une semelle filante et que la largeur de cette semelle c'est B et que cette semelle se trouve à une profondeur D par rapport au niveau du sol. Et nous avons regardé aussi l'évolution du tassement de cette semelle en fonction de l'application d'une charge appliquée sur cette semelle. Et lorsqu'on regarde à droite la courbe de tassement et de chargement, nous avons vu qu'il y a une partie linéaire où le tassement c'est proportionnel à la force appliquée. Ensuite, lorsqu'on continue d'augmenter la charge, la courbe ne devient plus linéaire. En dernier lieu, ce qu'on a constaté, c'est que le tassement évolue définitivement. Qu'est-ce qu'on peut conclure lorsqu'on arrive à une charge QL où le tassement continue indéfiniment? C'est que le sol n'est plus capable à ce moment de supporter de charge supérieure par rapport avec ces charges. Cette charge QL qu'on appelle la capacité portante de la fondation. Terzaghi, pour illustrer sa théorie, il avait utilisé une semelle, mais dans sa théorie, il avait pris en compte que la largeur de la semelle, c'était 2B, c'est-à-dire qu'il avait considéré que chaque moitié de la semelle, c'était de largeur B. Mais au fil du temps, les auteurs ont utilisé B au lieu de 2B pour faire les calculs. Plusieurs auteurs ont trouvé des méthodes de calcul pour la capacité portante, mais chacune de ces méthodes peuvent se mettre sur la forme canonique pour pouvoir illustrer leur démonstration. Ces auteurs ont pris normalement des hypothèses. Et parmi ces hypothèses, Terzaghi a considéré que la fondation est filante et infiniment longue et que la surface de contact du sol fondation est rugueuse et que la forme générale de la surface de rupture reste inchangée. Il a aussi considéré que la surface latérale Q comme une charge équivalente. Pour déterminer la capacité portante, cette charge ultime, elle sera fonction du terme de cohésion, de la surcharge, aussi du poids propre du sol compris dans la surface de rupture. Nous avons les indices N indice C, N indice Q, N indice le poids volumique. Ces paramètres-là, ce sont les facteurs de capacité portante et ce sont ces facteurs que nous allons déterminer dans notre démonstration. Pour pouvoir illustrer notre démonstration, nous allons utiliser le schéma suivant, c'est-à-dire pour déterminer la capacité portante d'une semelle filante rigide soutenue par un sol homogène. QU sera pour nous la capacité portante de la fondation. P sera la largeur de la semelle et DF c'est la profondeur d'ancrage de la base de la semelle par rapport à la surface du sol et phi c'est l'angle de frottement interne du sol. Nous avons gamma aussi qui est le poids volumique du sol. Comme vous voyez dans ce schéma, la surface de rupture c'est subdivisé en trois parties. Nous avons la partie ABC qui constitue la zone 1 qui est la partie active, la zone 2 qui est la zone de cisaillement radial de pointe et nous avons la zone 3 comme vous voyez dans le schéma BFG qui est la zone passive de Rankine. Et la zone de cisaillement radial c'est cette zone qui est une zone de transition qui permet de transmettre les charges de la zone 1 à la zone 3. Nous avons la ligne CF, c'est un arc d'une spirale logarithmique. L'expression de l'arc d'une spirale logarithmique, c'est donné sur la forme R est égal à R0, exponentielle de θ par tangente de l'angle d'inclinaison interne. Et θ, c'est l'angle formé par le secteur angulaire qui comprend l'arc. La résistance au cisaillement du sol est donnée aussi par la formule suivante, qui est fonction de la contrainte effective, de l'angle de frottement interne et aussi de la cohésion. Pour déterminer la capacité portante de la semelle, nous allons utiliser les faces AC et BC du triangle ABC, c'est-à-dire de la zone 1. Pour déterminer QE, nous allons déterminer normalement les forces passives sur chaque face qui provoque la rupture. Ces forces passives seront fonction de la charge Q, de la cohésion, du poids volumique et aussi de l'angle de frottement interne.
Cette force passive, elle sera obtenue aussi par le principe de superposition, c'est-à-dire la force passive sera égale à la somme de la force passive due à la charge Q, de la force passive due à la cohésion et aussi due au poids volumique. Pour trouver les facteurs de capacité portante, N indice C, N indice Q et N indice gamma, on devra déterminer les forces passives P, PQ, PPC et P gamma. Pour continuer notre démonstration, on est à l'équilibre, on va utiliser l'équilibre des moments et aussi l'équilibre des forces pour pouvoir déterminer exactement les forces passives dues à Q, dues à C et à gamma. Ce sont ces deux schémas que nous allons utiliser pour déterminer la force passive due à la charge latérale Q. Pour pouvoir déterminer la force passive due à la charge Q, lorsqu'on considère le bloc BCFJ, où J c'est la hauteur issue de F, dans ce bloc, nous avons les forces suivantes. La force passive due à la charge Q, nous avons la surcharge Q, nous avons la force passive de Rankine PP et nous avons aussi la force de frottement de résistance le long de l'axe CF. Ensuite, pour déterminer la force passive de Rankine, nous avons vu que c'est égal à l'expression 2.23 où Kp c'est le coefficient de pression passive du sol et Hd c'est égal à Fj, comme vous avez vu dans le schéma. En considérant l'équilibre des moments par rapport au point B, le point B qui correspond au centre de la spirale dans la zone de BCF, c'est B qui correspond au centre de cette spirale, nous avons vu que, en considérant l'équilibre des moments, nous sommes parvenus à obtenir normalement l'expression 2.28 et 2.30. En considérant maintenant l'équilibre des forces avec le schéma B, nous avons vu que nous pouvons obtenir la charge due à la charge latérale petit q. Nous avons vu que c'est égal au produit que vous voyez dans la relation 2.32. Donc c'est égal à la charge Q par l'expression entre crochets. Et l'expression entre crochets, c'est cette expression que nous allons considérer comme le facteur de capacité portante dû à la charge Q. Nous avons fait de même pour déterminer la force passive due à la cohésion en considérant les forces agissant sur le coin B, BC, BCF. Nous avons la force passive PPC, nous avons la force de cohésion C et nous avons la force passive de Rankine qui est due à la cohésion. En utilisant toujours l'équilibre des moments et l'équilibre des forces aussi, en utilisant les deux schémas, nous sommes parvenus à obtenir normalement l'expression 2.39. En faisant l'analogie toujours avec la forme canonique qu'on nous avait donnée dans la charge ultime, on voit que la charge due à la cohésion c'est égal à la cohésion par le reste que vous voyez ici. C'est-à-dire le terme qui reste après la cohésion constitue le facteur de cohésion. Et ce facteur de capacité portante de cohésion peut s'écrire aussi en fonction du facteur de capacité dû à la charge Q. En faisant de même aussi pour déterminer la force passive due au poids volumique gamma, nous avons pu obtenir l'expression 2.47, c'est-à-dire en faisant l'équilibre des moments et l'équilibre des forces par rapport au schéma que l'on considère, on va obtenir l'expression de la charge Q due au poids volumique gamma, c'est égal à 1 demi gamma B par le reste de l'expression que vous voyez ici. Toujours en faisant l'analogie, vous allez voir, après les termes 1 demi gamma B, les termes qui restent constituent le facteur de capacité portante dû au poids volumique. Comme on avait dit au départ, que la charge ultime par unité de surface de sol, avec cohésion C et un angle de frottement interne phi, et un poids propre gamma peut s'écrire d'après le principe de superposition de la manière suivante. C'est-à-dire, la charge ultime c'est égal à la somme de la charge due à la charge latérale, due à la cohésion, due aussi au poids volumique. Et en faisant l'analogie, on a pu obtenir les facteurs de capacité portante qui sont fonction de l'angle de frottement interne, comme vous voyez dans l'expression 2.50, 2.51 et 2.52. On devrait montrer que on peut obtenir exactement la formule de la capacité portante à partir de la forme canonique et aussi nous sommes parvenus à déterminer les facteurs de la capacité due à la charge Q, due à la cohésion C et aussi au poids volumique gamma. On vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, on vous attend. Merci au groupe 1 pour la présentation. Vous avez parlé de semelle lisse, semelle rugueuse. Quel est l'effet d'une semelle parfaitement rugueuse? Qu'est-ce que ça signifie? Et quelle est la conséquence d'une semelle rugueuse? La différence entre une semelle lisse et une semelle rugueuse, c'est que dans la semelle lisse, il n'y a pas de frottement, mais dans la semelle rugueuse, il y a le frottement à prendre en compte. Les conséquences qu'il y aura, c'est que dans le cas
d'une semelle rugueuse, il y aura une valeur plus grande pour les contraintes dues au frottement, tandis que dans les semelles lisses, la contrainte sera beaucoup plus faible. Merci au groupe 1, encore une fois, pour cette présentation. Et merci pour la réponse également à la question.